qu'en fait, on a toujours été en contact avec eux. Autrefois, à Toulouse, on avait des crânes allongés comme des aliens. Comme les aliens? Mais pourquoi diable un humain voudrait-il ressembler à un alien? Et c'est quoi cette mode bizarre des crânes allongés qui semble être apparue dans plein d'endroits dans le monde, dans des cultures qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres? Derrière cette question se cache le terme de la macrocéphalie artificielle. Tout commençait à l'abri des regards. Dans la pénombre d'une chambre, à peine un mois après la naissance d'un nourrisson. Les parents prenaient la tête encore molle de leur bébé et l'enserraient de force entre des planches de bois brutes et des bandages de cuir rigides, serrés au millimètre près. Le supplice durait 2 ans, nuit et jour, pour obliger le crâne à pousser vers le ciel. Si ce n'était qu'une folie isolée, on pourrait l'oublier. Mais ce rituel s'est propagé comme un virus à travers le temps et l'espace. Au Pérou ou en Égypte, cette traque de la déformation a commencé il y a des milliers d'années. À Toulouse, elle s'est arrêtée il y a seulement une centaine d'années, au début du XXe siècle. Des peuples séparés par des océans entiers ont partagé la même obsession. Chez les Incas, modifier son crâne était un privilège absolu pour interdire au peuple de ressembler aux dirigeants. Pour d'autres tribus, c'était une barrière magique. Ils croyaient que l'âme humaine pouvait s'échapper par la fontanelle du bébé si on ne scellait pas définitivement la boîte osseuse. Et à Toulouse, tout a commencé par une simple coiffe de tissu trop serrée pour protéger les nourrissons des chocs, devenue une habitude esthétique transmise de génération en génération. Ok, mais c'est quoi le rapport avec les aliens? Et puis, est-ce que quelqu'un a déjà vu un alien? Et c'est quoi pour vous un alien? Ça? C'est quoi ce truc en fait? Regardez bien cette créature. Ce qui frappe l'esprit, c'est cette boîte crânienne disproportionnée, étirée vers le haut. La ressemblance exacte avec les crânes du Pérou ou de Toulouse est presque effrayante. Pour comprendre, il faut remonter en juillet 1947. Début juillet 1947, le fermier William Mac Brazel découvre des débris étranges éparpillés dans son ranch. Il observe des feuilles de plastique, des bandes de caoutchouc, du papier d'aluminium et des tiges de bois légères. La base militaire de Roswell, seule base nucléaire au monde à l'époque, envoie l'officier de renseignement Jesse Marcel ramasser les morceaux. Le Bureau des relations publiques publie alors un communiqué affirmant la capture d'un disque volant. Cela sème la panique au Pentagone. Le lendemain, le général Rami convoque la presse au Texas. Il montre les débris et explique qu'il s'agit des débris d'un ballon de type Rawin. L'emballement médiatique redescend et cette affaire s'endort pendant plus ou moins 30 ans. Elle revient au jour en 1978, lorsque le physicien et chercheur Stanton Friedman retrouve le lieutenant-colonel Jesse Marcel, alors à la retraite. Il va lui poser des questions concernant cet événement qui s'est passé en 1947 et cet entretien va servir de détonateur. Jesse Marcel lâche une bombe historique en affirmant que l'armée a entièrement mis en scène la conférence de presse de 1947. Il déclarera alors que les débris de ballons météo montrés aux journalistes à Fort Worth étaient des faux, substitués à la hâte par le général Rami pour étouffer l'affaire. Mais quelle était alors la nature des vrais matériaux retrouvés par le fermier? Marcel décrit des matériaux aux propriétés physiques impossibles. Il parle d'un métal semblable à du papier d'aluminium, mais d'une solidité absolue, impossible à rayer, à plier ou à brûler. Il affirme que si l'on froissait cette feuille métallique en boule, elle reprenait instantanément sa forme initiale, sans aucun pli. Il mentionne également des petites poutres ultra légères en forme de I, portant des sortes de symboles géométriques de couleur violette. Pour Marcel, ces débris n'étaient pas d'origine humaine, ouvrant alors la voie à la thèse extraterrestre. S'appuyant sur l'interview de Marcel, les ufologues Charles Berlitz et William Moore publient The Roswell Incident en 1980. C'est un best-seller mondial qui transforme l'événement. On passe alors de simples débris métalliques au crash d'une soucoupe volante entière. Le livre introduit l'idée d'un complot gouvernemental global, le cover-up. C'est ici qu'apparaît la rumeur de récupération de corps d'extraterrestres, popularisant le profil de l'alien gris, petite taille, tête allongée, grands yeux.
Pour rendre l'histoire attractive, Charles Berlitz et William Moore théorisent que si un vaisseau s'était écrasé, c'est qu'il devait y avoir un équipage à bord. Les ufologues partent alors activement à la recherche de personnes prêtes à valider cette hypothèse. Ne trouvant rien chez les acteurs directs, qui n'avaient jamais parlé d'avoir vu des corps, les ufologues se tournent vers des témoins de seconde main, des enfants de militaires, des infirmières locales ou des techniciens de la base alors très âgés. Comme leurs souvenirs sont flous ou inexistants, les enquêteurs leur proposent des séances d'hypnose pour débloquer leur mémoire. Sous hypnose régressive, le cerveau est dans un état d'hypersuggestibilité. Le déroulement des aveux suit une grille précise, la création de l'environnement par l'hypnotiseur. L'ufologue installe le témoin en transe dans un hangar de la base de juillet 47. Les questions sont orientées, ce qui active les biais de confirmation. Au lieu de demander « qu'y a-t-il dans la pièce ?», l'hypnotiseur pose des questions contenant déjà la réponse. Par exemple, « Vous êtes dans le hangar. Vous voyez les draps blancs sur la table de dissection. Que devinez-vous sous les draps? Quelle est la forme de la tête ?» Le cerveau du témoin subit alors un phénomène de confabulation. Il doit combler un vide de sa mémoire. Toute cette ambiance installée par l'hypnotiseur, toutes ces idées qu'il introduit dans la tête de la personne hypnotisée et toute cette image de la pop culture se mélangent et lui font dire des aveux qui n'en sont pas vraiment. On peut appeler ça des faux souvenirs. En 1987, l'écrivain Whitley Strieber publie le récit de ses propres visions et affiche ce visage terrifiant en couverture. Des millions de personnes ont alors pensé que les créatures au crâne allongé sont réelles. Puis, en 1995, vient l'apogée. Une vidéo d'archives clandestine en noir et blanc fuite dans les médias, affichant l'autopsie secrète d'un des extraterrestres de Roswell. La planète entière s'arrête de respirer face à ces images glaciales où l'on voit des chirurgiens disséquer un corps lourd doté d'une tête monstrueusement étirée. C'est la preuve ultime. L'humanité est sous le choc. Mais alors que le monde regarde le ciel, terrifié, les dossiers secrets s'ouvrent enfin. Et la vérité qui s'en échappe est une douche froide monumentale. Dans ses rapports officiels de déclassification, l'US Air Force révèle que l'armée savait pertinemment ce qu'elle faisait depuis le premier jour. Les débris provenaient du projet Mogul, une chaîne de ballons espions top secret pour écouter les futurs essais nucléaires de l'URSS. Le mensonge du disque volant, puis le mensonge du ballon météo. Tout avait été sciemment prémédité par les services secrets pour masquer cette technologie aux yeux des espions soviétiques. Plus incroyable encore, le producteur de la vidéo de l'autopsie finit par tout avouer. Les images étaient une immense supercherie fabriquée dans un appartement londonien avec un mannequin en caoutchouc rempli d'organes de moutons et des débris de plastique achetés au marché aux puces. Cette tête d'alien qui obsédait la planète n'était qu'une invention de cinéma. Mais donc, si ces vidéos d'archives sont trafiquées, si cette découverte de débris de disques volants n'était qu'une supercherie inventée par l'armée américaine pour cacher d'autres projets espions qu'il faisait à côté. Mais c'est étrange quand même, cette même forme de tête à chaque fois. Ah, mais c'est quoi ce bruit? Mais quand même, il y a des milliers d'années, on n'avait pas d'imaginaire collectif comme celui sur les aliens de Roswell. Toutes ces civilisations qui se faisaient allonger le crâne, elles étaient séparées dans le monde. Elles n'avaient pas de lien entre elles. Elles ne communiquaient pas entre elles. Comment ça se fait que c'est apparu comme ça, dans plusieurs points sur la carte, de manière si régulière? Mais vous entendez ce bruit? Est-ce qu'ils entendaient ce bruit eux aussi? Peut-être qu'en fait, on a toujours été en contact avec eux. Ce rythme qui frappe notre atmosphère ne provient pas de la Terre. Il voyage dans le vide de l'espace, à la vitesse de la lumière, depuis des temps immémoriaux. Ce bruit, c'est en fait des ondes radio, qui ne proviennent pas de la Terre, mais qui sont envoyées directement depuis l'espace. En novembre 1967, à l'université de Cambridge, une jeune astrophysicienne nommée Jocelyn Bell examine des bandes de données sous la pluie anglaise lorsqu'elle repère cette pulsation. Elle croit d'abord à un problème technique, une interférence provoquée par des appareils électriques défectueux ou un thermostat qui saute dans le bâtiment.
Mais la source reste fixe, calée sur un point précis du ciel profond, se déplaçant au rythme des étoiles. Son directeur de thèse bascule dans une angoisse totale. La régularité de cette onde est si mathématiquement parfaite, si artificielle, qu'aucune source naturelle connue dans l'univers ne pourrait générer un tel rythme. Terrifiée par la portée de ce qu'elle vient de découvrir, l'équipe décide de sceller le secret. Ils enferment les données dans un dossier confidentiel sous le nom de LGM1, Little Green Man 1, les petits hommes verts. Pendant des mois, une poignée de scientifiques va vivre dans l'angoisse et le secret, persuadés d'avoir intercepté la première balise radio d'une intelligence extraterrestre. Sauf que, en réalité, ce signal d'outre-espace, c'est en fait le cri d'agonie d'une étoile. Une pulsar. Quand une étoile géante, au moins 2 fois plus massive que notre Soleil, arrive au bout de son carburant, elle meurt dans une explosion apocalyptique appelée supernova. Son cœur privé d'énergie s'effondre alors sur lui-même, sous le poids de sa propre gravité. La matière est comprimée avec une force inimaginable, jusqu'à réduire ce monstre de l'espace à la taille d'une petite ville, comme Paris par exemple. C'est ce qu'on appelle une étoile à neutrons. Sa densité devient si extrême qu'une seule cuillère à café de cette matière pèserait 1 milliard de tonnes sur notre balance. Cette étoile morte, qui possède un champ magnétique colossal, s'est mise à tourner sur elle-même à une vitesse folle. Par ses 2 pôles magnétiques, elle projette dans le vide d'immenses faisceaux d'ondes radio ultra puissants. On pourrait comparer ça à un phare maritime géant perdu dans l'océan de l'univers. Le pulsar tourne à un rythme effréné. Et à chaque fois que son faisceau invisible croise l'axe de la Terre, nos instruments reçoivent une décharge électromagnétique. Ce bip, donc ce bruit qui résonne, n'est pas un message envoyé par une civilisation lointaine. C'est le signal d'une étoile morte qui balaye notre planète depuis des milliards d'années. Mais alors, ça répond pas à la question. Comment ça se fait que plein de gens, à l'époque, ont eu la même idée à plein d'endroits différents sans communiquer entre eux? J'en sais rien en fait. Mais en tout cas, c'était pas pour ressembler à des aliens qui ont été inventés par l'esprit humain également. Cette image du gris avec son cerveau allongé. Peut-être qu'en fait, c'est une espèce de réflexion spontanée qu'on se fait et que ça fait partie de l'essence de notre esprit d'être humain et que voilà, on l'a développé de temps en temps, on l'a concrétisé en allongeant nos crânes à tel moment, à tel endroit. Peut-être que justement cette image qu'on s'est fait du petit extraterrestre avec son crâne allongé venait de ces traditions d'allongement de crâne observées dans le passé. Peut-être que c'était l'inverse justement. Dites-moi si cette vidéo vous a plu. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!